supporter une telle souffrance. Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. C'est l'heure de notre rendez-vous sacré, central, politique. C'est politique sur Centrale Télévision, la télévision de la démocratie. Nous sommes là pour vous informer au travers de cette émission Centrale Politique. Et je sais que hier, tout ce que mon invité qui était sur ces plateaux avait dit avait suscité beaucoup de réactions, surtout, je ne sais pas, parmi ceux qui étaient du côté du Front commun pour les Congo, les FCC en sigle à l'ancienne, et ceux qui sont aujourd'hui du côté de l'Union sacrée. Je pense que l'invité d'hier avait blessé, si je peux dire ainsi, la sensibilité, encore avait touché la sensibilité plutôt des uns et des autres par rapport à ses propos. Tout ce que mes invités disent sur ces plateaux, ça n'engage qu'eux. Moi, je suis là pour poser des questions. Moi, je ne suis pas là pour diriger l'émission. Donc, je n'ai rien à voir avec les propos de mes invités. Et pour aujourd'hui, je reçois pour vous M. Clément qui était ici la fois dernière. Il était aussi très pertinent par rapport à ses réflexions à l'émission. Aujourd'hui, il y revient aussi. Je ne sais pas si lui aussi, à son tour, il va dire quoi par rapport au pouvoir ou peut-être aussi par rapport à Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, parce que ces derniers temps, les téléspectateurs ont compris que les invités ici ne cessent de faire ce qu'on appelle actuellement la Kinshasa Kobuka bordir. Bazo kende na bordir mingi. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est à vous de juger. Et une fois encore, un grand merci à l'équipe technique, comme d'habitude, les DT. Platine Malois du côté de la régie, bienvenue Lissassi et l'ingénieur Gédéon Loutondo Loi derrière les caméras. C'est parti avec votre émission Centrale Politique. M. Clément, bonjour. Bonjour Moses. Comment vous allez? Ça va, Dieu est de notre côté, la santé ça va. Au rythme de notre pays, on espère bien qu'un jour nous vivons des jours meilleurs. Un jour que nous vivons des jours meilleurs, parce que ce qui se passe actuellement, je ne sais pas, on a oublié, on a commencé un peu l'émission à va-vite. J'allais dû commencer cette émission par vous montrer ce qui est devenu comme une habitude ces derniers temps à Kinshasa, les braquages à main armée, na moi, et puis na boutute, mais na moi, makasi. Makambo et Salamaki, lobby, je crois, dans des endroits. Et Salamaki na mukolo moko ba braquer ba koti ba zo braquer ba bandeko ba changer ba luka kana mo mike na bango ba luka moyo ko vivre ba changer ba mbongo ba zo mo mike ba bénéfice ndenge za la kabalia ba sombela ba na talipa ba koti ba braquer bango ba image etamboli partout na ba réseaux sociaux na linga ki to bandana yango mais na moni ke to bandeke miso moi noki faute ya moi temps il y a toujours qui vraiment te poto pesa image wana na côté à régie. Clément, vous vivez ici dans la ville province de Kinshasa. Ça fait déjà plus de 4 fois cela s'est produit ici dans la capitale en pleine journée. Vous étant un Kinois, ça vous fait quoi de voir ça? Bon, c'est une situation déplorable de voir que aujourd'hui ces gens-là opèrent en pleine journée, parfois aussi à découvert. De manière très arrogante, mais ce qui est très important à signaler que c'est pas impuni, ça ne reste pas impuni, mais les services d'intelligence doivent élargir un peu ces réseaux-là par rapport à ceux qu'ils arrêtent, parce que la plupart des bandits qui sont arrêtés, ils se connaissent souvent entre eux. Et chacun sait et connaît bien le mode opératoire de l'autre groupe. Donc, c'est à eux d'élargir un peu leurs enquêtes et, si possible, faire passer à table ceux qui sont arrêtés pour qu'ils puissent un peu citer les noms de leurs amis qui sont encore en activité,
afin de garantir une vie paisible aux populations de la ville de Des Kinshasa. populations de la ville de Kinshasa. Mais c'est Clément, permettez-moi de poser cette question à Lingala parce qu'ils ont touché sensibilité à Batebele par rapport à Makamba Braquer. Apparemment, personnellement, je pense que l'opinion, toi, l'impression que chaque fois que, par exemple, tout le monde a la coup d'État, peut-être on va toucher, peut-être ceux qui peuvent avoir une idée, ceux qui peuvent avoir un coup d'État, au monde va kangi batu wana mbangu bazu bango bati bango na procès flagrance bazu bango bakangi bango mbangu parce bien sûr, quand on parle d'un coup d'État, on parle d'un chef de l'État. Mais quand il s'agit de braquaires ou encore de braquages ici dans la ville de Kinshasa, on ne voit pas cette rapidité-là de la justice ou encore des services d'intelligence. Ça fait maintenant la deuxième ou la quatrième fois en pleine journée. Vous allez voir Batouazo opérer. Là, tu même pas masque parce que pourquoi, du point de vue sécuritaire, c'est des poids, des mesures? Parce que les braqueurs aussi, on a besoin de toucher Batou et Belé en même temps. Par exemple, les cas qui lobby, la maman qui vendait sur place, bah, on maman, peut bah ne connaissent pas, bah ne qu'on filme au tout à tout, bah on même 10, 20, 30 personnes. Pourquoi cette indifférence là de la part de la justice, mais aussi des services de sécurité? Ah non, mon frère. Parler de l'indifférence, parler des deux poids, deux mesures, ça serait à la limite de la méchanceté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Reconnaissons-le, il y a certes une petite léthargie dans la réaction de l'État, mais vous avez vu récemment ceux qui avaient cambriolé les shops de Martin Bakole ont été jugés en flagrance au même endroit. Il y a ceux qui ont assassiné un cambiste à Bandalungwa. Ils ont été arrêtés. Donc, ne disons pas qu'il y a deux poids, deux mesures dans le traitement des dossiers par rapport à ceux liés à l'intégrité de l'État et ceux liés à l'intégrité de la population. L'État congolais prend tous les dossiers à bras le corps au même niveau. Mais seulement si on vous arrête à quelques jours de la commission de l'infraction, on doit vous juger en flagrance. C'est parce que c'est ce que dit la loi, le code pénal. Donc, on ne peut pas parler de deux poids, deux mesures. L'État met les moyens qu'il faut en place. Alors, les bandits aussi, ils ont aussi leur stratégie de se cacher. Et lorsqu'ils vont, ils consomment leur butin, après ils seront obligés de sortir. L'État aussi a les moyens qu'il faut pour mettre la main sur eux. Donc on laisse à l'État de travailler calmement. Ils doivent aussi infiltrer ces milieux-là parce que ils doivent bien connaître les noms de ceux qui commettent toutes ces terreurs-là. Et puis, autre chose, ces gens, d'habitude, ils opèrent, vous allez constater qu'il y a quelques mètres, il y a des sous-siats, des commissariats de la police. Pourquoi cette non-action de la police? Surtout hier, on peut même attendre dans les vidéos, la police va à quelques mètres, mais va intervenir. Qu'est-ce qui se passe au sein de nos services de sécurité? Ah non, mais bon, on ne peut pas condamner ces policiers-là des sous-siats. Hein. Souvent, c'est des policiers qui ne sont pas bien formés. Dans la police nationale congolaise, l'unité qui est très bien formée dans des réactions rapides, c'est la Légion Pire. Alors, l'État congolais doit étendre quand même cette belle formation-là des réactions rapides dans plusieurs unités et à la limite, étendre la Légion Pire dans plusieurs communes pour lui doter le moyen qu'il faut pour réagir quand il y a des pareilles actions. Circonstances, oui. D'accord, mais c'est bien. Nous allons s'éterniser ou encore rester ici dans la ville province de Kinshasa parce que aussi, pas tard qu'hier, il y avait si je peux dire, ces points de presse, ces messages de l'ancien gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, qui avait tenu à
éclairer l'opinion par rapport à tout ce qui se disait concernant la passation du marché, en ce qui concernait la construction du grand marché, l'actuel grand marché qui est déjà presque fini. Il y a des choses qui se disaient par rapport à ça. Il a essayé d'éclairer la lanterne par rapport au financement, par rapport aux dettes que l'hôtel de ville aurait contracté auprès d'une banque plutôt de la place. L'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, hormis tous ces lumières, il avait dit quelque chose qui avait capturé aussi les intentions de quelques Congolais. Il a dit ceci: mais c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aza mutu malamu. Mais lo kozo boma papa mokonzi ya ekolo eza entourage na ye eza mabe. Yango ndezo boma papa mokonzi ya ekolo. To éviter na langage politique, tout dans le langage normal, Ndeko Clément, n'habite yoza analyste pe tant oyo qui propos un ancien gouverneur de la ville de Lobby, hormis Makambo aya qui passe à la point de presse, une question à répondre par rapport à papa Mokonzi Ekolo et Nico Laxani selon lui. Bon, je pense que cette question-là d'entourage du chef de l'État revient souvent. Même avec Kabila, on apprenait parfois qu'il disait qu'il n'avait pas plus de 10 bonnes personnes autour de lui. Au moment où nos dirigeants ont les moyens de choisir leur entourage. Quand même lui-même, Ngobi l'a dit cela, il faisait aussi partie de l'entourage du président de la République. Est-il bon? C'est la question qu'il faut poser. Et bon, étant humain, on s'entoure des gens qui viennent avec des intentions différentes, qui ne sont pas manifestes. Vous avez des entourages, et souvent c'est des gens qui vont percevoir des rétrocommissions sans votre consentement, dans votre nom. Ils ne vous font même pas part. C'est la difficulté aussi du pouvoir. Et c'est parfois aussi la tâche d'huile sur le bilan du président de la République, parce que vous avez des gens qui se font passer pour des hommes forts. Mais pourtant, dans une administration, le seul homme fort doit être le président de la République, le chef de l'État. C'est lui qui doit avoir le dernier mot. Mais il y a des gens, malheureusement, vous allez, comme on en a l'habitude, dans toutes les administrations, sous Mobutu, il y avait des plus forts, sous Kabila, il y avait des plus forts. Mais on doit quitter cette façon-là de faire, parce qu'aujourd'hui, nous voulons attirer des gros investissements américains. On doit mettre de côté ce mauvais comportement. Donc, quand Ngobi a sorti dire cela, c'est ça qui crée une grande personnalité comme Jantini Ngombila, un ancien gouverneur de la ville. Il ne nous informe pas, mais c'est irresponsable de sa part de venir nous le dire en ce moment-ci, parce que lui aussi, on savait qu'il était plus proche du président de la République. Il ne l'a pas aidé dans la gestion de la ville-province de Kinshasa. Parce que ce qu'il a dit, il dit qu'il n'y a eu aucun financement venant de l'État congolais. C'est comme si la ville-province de Kinshasa manquait d'argent pour investir dans la construction du marché central. Ils ont hypothéqué plusieurs années du développement de ces marchés-là, parce qu'il fallait aller prendre le crédit auprès de cette banque commerciale dont on ne connaît pas le nom jusque-là. Pourquoi est-il sorti en ce moment précis pour venir débiter ces... Parce qu'il se sentait peut-être attaqué de part et autre par les gens de l'Union sacrée, mais aussi les communs des mortels. C'est pourquoi il a voulu aussi se protéger aussi en disant certaines vérités, surtout aussi par rapport à l'entourage des chefs de l'État. On ne sait jamais, peut-être il y aurait eu quelqu'un de la présidence qui aurait mis ses mains dans cette affaire du grand marché de Kinshasa. Bon, c'est pour cela que je viens de dire que c'est irresponsable de sa part de venir le dire maintenant. Il avait les moyens de dénoncer ces conseillers-là qui lui foutaient la pression. Mais comme il voulait protéger son pouvoir, il a peut-être collaboré ou coopéré avec ces conseillers-là. Mais pourtant, c'était un homme proche du président de la République.
s'il est resté jusqu'à la fin de son mandat, je pense bien que c'est en grande partie grâce au président de la République. Il ne travaillait plus bien. Hein? Il ne pouvait que faire confiance au chef de l'État qui lui avait fait confiance en retour en le laissant jusqu'à la fin de son mandat à cet endroit-là. Et autre chose aussi, parce que si nous voyons la précipitation dans laquelle ce projet de construction du marché central a été mené, vous pouvez vous dire qu'il y avait à boire et à manger dans ce projet-là. Alors Ngobila ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité par rapport à ce qui arrive maintenant. Voyez, vous avez construit, c'est vrai, certes un beau marché, tout ça, mais qu'est-ce que ça va coûter à l'État congolais dans le nombre d'années, par rapport au développement même des entités. Je peux dire, mais c'est clairement par rapport à ça aussi. Est-ce que actuellement ce n'est pas la mode aujourd'hui avec le gouvernement congolais? On voit ou on constate c'est la même chose à la construction, après la construction de l'ex-hôpital, le grand hôpital, l'hôpital général de Kinshasa, on a presque cédé la gestion de cet hôpital à une firme, je ne sais pas si c'est de quel pays encore. On a vu aussi sous Kabila l'hôpital du cinquantenaire, la même chose. Pourquoi l'État congolais ne peut pas s'assumer dans la construction de quelques infrastructures au lieu de céder, à chaque fois céder, alors que l'État congolais ou la République démocratique du Congo a beaucoup d'argent, comme vous venez de le dire. L'État congolais ne manquait pas d'argent pour construire ces grands marchés de Kinshasa. L'État congolais ne pouvait pas manquer de l'argent pour financer la construction de l'hôpital général de Kinshasa, non plus pour l'hôpital du cinquantenaire. Pourquoi cette manière de faire, depuis l'époque de Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, ça continue, cette manière d'hypothéquer la gestion des infrastructures de l'État à des individus après 20, 30 ans? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense bien, c'est par rapport aussi à l'expérience que nous avons sur le plan national et nos habitudes. Les Congolais n'a pas de bonnes attitudes. Si vous voyez l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, lorsque la durée de cogestion avec les Chinois est finie, allez aujourd'hui voir comment les choses se passent là. Auparavant, les malades, les infirmiers n'achetaient pas les gants. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Parce que c'est l'homme congolais qui doit maintenant assumer la gestion. Alors, un beau cadre, tout ça, mais à un certain moment, on n'arrive plus à trouver des seringues, des gants, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a une sale habitude de détourner les frais de fonctionnement. Et vous voulez que cela puisse arriver aussi à l'hôpital, l'actuelle clinique universitaire de l'ancien Mama Yemo. Bon. C'est à nous de corriger notre comportement pour avoir la confiance de la gestion de nos patrimoines. De nos patrimoines. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Centrale Politique. Cette fois-ci, nous allons quitter la ville-province de Kinshasa pour entamer maintenant le chapitre sécuritaire en ce qui concerne ces feuilles de route entre le gouvernement congolais et les Rwandais, mais aussi cet accord, si on peut dire ainsi, entre le gouvernement congolais encore et les M23. Un accord que certains membres des M23 continuent à bouder. Ils ont dit qu'ils ont donné une liste de plus de 700 personnes à libérer ici dans les différents centres d'incarcération sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On en parle, mais c'est Clément, vous avez suivi peut-être ce qui s'est passé à Washington entre la République démocratique du Congo représentée par Madame la ministre des Affaires étrangères et Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis. D'abord, je vais commencer avant de vous poser des questions, des fonds ou encore par rapport aux analyses des uns et des autres. Vous d'abord, personnellement, quelle est votre analyse par rapport à ce qui s'est passé à Washington? Historique. Historique, ce qui s'est passé à Washington. Pourquoi? Parce que le cadre et le contexte sont différents.
on a le Rwanda, tel un voleur, attrapé la main dans le sac. Aujourd'hui, sachant aussi qu'ils ont excellé dans ce que les Américains ont appelé des forums shopping. Donc, un comportement ou une attitude qui consiste à changer de cadre de négociation pour tirer des choses en longueur, éviter le face-à-face et l'aboutissement d'un accord de paix, parce qu'ils savent que cet accord de paix sera contraignant et d'application aussi, et qui pourrait même aller jusqu'à faire obtenir une force de maintien de paix ou d'imposition, parce que là où nous allons, c'est l'imposition des paix dans notre... Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Nous continuons notre émission, mesdames et messieurs. Nous sommes là toujours. Nous étions en train de parler maintenant de ces protocoles d'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, aux États-Unis. Monsieur Clément, vous étiez en train d'expliquer la manière de faire du Rwanda, sa manière à faire ou à éviter de tête à tête avec la République démocratique du Congo par rapport à l'imposition de la paix, si on peut dire ainsi, dans la partie est du pays. Ah oui, donc ce qui est arrivé à Washington, c'est l'aboutissement d'une volonté d'obtenir une paix durable dans notre pays. Et c'est comme ça que les États-Unis étant très intéressés par rapport au deal en pleine négociation entre le pays de Donald Trump et la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'ils se sont sentis intéressés ou concernés directement par ce conflit afin d'y mettre fin pour sécuriser leurs prochains investissements en République démocratique du Congo. Donc, pour moi, je trouve positif cette déclaration, cet accord de principe, parce que l'accord de paix
on aura un projet d'ici les 2 mai, comme annoncé à Washington. Mais c'est Clément, aujourd'hui les gens pensent que la République démocratique du Congo est les grands perdants de ces, si je peux dire, de ces protocoles d'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Parce qu'il y a quelques jours, à son arrivée à Rome, le président américain, il y avait une interview d'un journaliste. Le président des États-Unis, je ne sais pas s'il s'est trompé ou c'est sa façon, vous connaissez Donald Trump, il a dit c'est les grandes choses qui vont arriver en Afrique, entre autres, il y aura cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous le faisons dans l'optique plutôt de stabiliser la République démocratique du Congo qui est en guerre, mais aussi le Rwanda. Les gens n'ont pas compris, est-ce que le Rwanda est en guerre ou c'est la République démocratique du Congo qui est agressée aujourd'hui par les Rwandais. Vous ne voyez pas que cette partie ou encore ces protocoles d'accord a lavé tout soupçon du gouvernement rwandais et puis du président rwandais Paul Kagame qui est derrière tous ces massacres de la partie est du pays. Bon, ce que nous devons éviter dans notre pays, dans l'opinion nationale, c'est de comprendre les choses des travers. Il faut toujours contextualiser ces conflits. Parce que le Rwanda, dans les concerts des nations, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous sommes en danger. Ils disent qu'ils sont insécurisés par rapport à la prétendue présence des FDLR au pays. Alors, on considère que les Rwandais n'ont pas eu une paix durable par rapport à certaines déclarations, à leurs inquiétudes. Parce que, dites-vous que sur le plan international, on doit tenir compte des préoccupations des uns et des autres. Il se peut qu'ils ont des préoccupations sécuritaires, d'après ce qu'ils disent. Bon, même si ce n'est pas autant vrai que ça, mais ils en ont. Alors, est-ce que Donald Trump doit passer outre ses préoccupations sécuritaires? Alors, il faut, donc, dans ce sens-là, Washington ne joue pas l'équilibrisme comme on l'a toujours vécu, mais il tient aussi compte de cette préoccupation sécuritaire. C'est dans ce sens-là. Donc, le Congo, la RDC est dans une bonne voie d'obtenir une paix durable. Aujourd'hui, certaines inquiétudes émises par certains de nos compatriotes de dire pourquoi est-ce qu'on se retrouve presque traités de même façon. Attention, parce que dans les traités internationaux ou dans les accords, on doit éviter coûte que coûte d'humilier l'une des parties prenantes. Vous voyez un peu? Et pour anticiper, je pense peut-être que vous allez poser cette question-là par rapport à certains points de cet accord de principe qui veut, par rapport à la coopération régionale ou coopération bilatérale win-win entre la RDC et le Rwanda, nous partageons parfois des intérêts communs avec le Rwanda. Vous avez le lac Kivu par exemple, le gaz du lac Kivu. Les Rwandais de leur côté, ils l'utilisent déjà. Chez nous, on ne l'a pas encore. Nous avons aussi l'intérêt en commun avec le parc national de Virunga, qui est une vérité. Voyez, lorsqu'on parle de la gestion des parcs nationaux, eux ils gèrent leur partie parce qu'il arrive souvent des incursions. Les soldats rwandais se retrouvent souvent dans le parc national du côté RDC. Et parfois même lorsqu'ils amènent leurs visiteurs, ils leur font visiter la partie congolaise. Donc tout ça, ce sont des préoccupations auxquelles il faut trouver des solutions. Vous avez la centrale hydroélectrique de Ruzizi. Cette centrale-là fournit de l'électricité aux Rwandais. Donc c'est un intérêt en commun qu'on a. Donc on doit voir tous ces aspects-là et soulever ces aspects-là, c'est
pas une humiliation ou une si grande concession au Rwandais. Ça concerne juste la coopération économique entre les deux pays. Donc, la RDC n'a rien vendu, la RDC n'a rien cédé, et il n'y a rien de nouveau dans cet accord-là, parce que c'est ce que le président Tshisekedi avait proposé à son homologue rwandais, mais celui-ci, à cause de la gourmandise rwandaise, avait catégoriquement rejeté ça, parce qu'il se prenait pour le maître de la région des Grands Lacs. Maître de la région des Grands Lacs, Maître Clément plutôt, parlons-en, maintenant parlons de ces face-à-face entre la délégation congolaise et puis les M23. Comment comprendre aujourd'hui la République démocratique du Congo face au Rwanda, de l'autre côté il y a une délégation de la République démocratique du Congo face au M23? Le M23, comme on l'a toujours dit ici, que c'est une coquille vide qui n'a pas de revendications claires et nettes. C'est juste un arbre qui cache la forêt. Donc, vous l'avez dit au début de l'introduction de ce sujet, que ils sont en train de réclamer la libération de plus de 700 prisonniers. Pour le rassurer, ils doivent savoir que d'ici là sera créé le tribunal international pour la République démocratique du Congo. Est-ce que ça que vous annoncez, ça fait partie de ces accords, ou c'est juste, ce sont juste des surprises que le gouvernement congolais veut réserver au M23? Non, ils savent bien qu'il y a en gestation la création d'un tribunal international pour la République démocratique du Congo, comme ça a été avec le Rwanda après le génocide. Nous, on en a aussi besoin, parce qu'on a besoin de la justice transitionnelle. Donc, vous ne pouvez plus commettre des atrocités au pays de Tshisekedi sans que vous n'y répondiez devant la justice. Donc, tout celui qui est impliqué dans les violations des droits de l'homme, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sera jugé. Alors, c'est vrai, dans les négociations, vous avez votre cahier des charges et la partie en face en a aussi. Et il y a des points, des lignes rouges que les deux parties aux négociations dressent déjà. La République démocratique du Congo a déjà tracé des lignes rouges. Des lignes rouges, par exemple, vous avez une loi qui interdit le mixage et le brassage au sein des forces de défense. Vous avez aussi le refus d'intégrer au sein des institutions de la République les personnes impliquées dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Vous avez toutes ces choses-là. Et des personnes aussi qui sont arrêtées, qui sont auteurs ou co-auteurs de ces crimes-là, ils ne seront jamais libérés parce que les M23 les revendiquent. Et imaginez que ça soit le cas. Ça prêchera quoi à ceux qui ont ces ambitions meurtrières et suicidaires de tuer leurs propres frères? Au finish, nous serons dans ces cercles vicieux où chaque personne viendra prendre les armes parce qu'il y aura négociation après. Il sera blanchi parce qu'on a besoin d'une paix. Une paix qui n'est pas du tout durable. Donc pour avoir la paix durable, on doit aussi passer par la justice transitionnelle. Nous sommes par rapport à cette affaire des M23. On a vu dans les jours passés le gouvernement et puis le président de la République qui dire tout haut que les M23, l'AFC aujourd'hui, c'était une création de Joseph Kabila.
on a vu une rumeur, si on peut dire ainsi, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas une vidéo encore ou un seul photo de Joseph Kabila de la partie Est. Juste après ces rumeurs, on a vu des suspensions, on a vu même des communiqués de deux ministres pour la saisie des biens de Joseph Kabila, la suspension des activités du PPRD. Mais comment expliquer aujourd'hui les patrons de AFC M23 n'étaient pas représentés ou ne savaient même pas qu'il y a eu des négociations ou qu'il y a des négociations au niveau des Doha au Qatar entre la République démocratique du Congo et son mouvement. Comment expliquer aujourd'hui la mise en écart de Joseph Kabila par rapport à cette affaire de l'AFC M23? Alors, l'hypocrisie politique et ce qu'on appelle aussi la politique de l'Autriche, c'est ce que fait Joseph Kabila. Joseph Kabila a été à Goma. Les jours où il a été annoncé par RFI, TV5, Jeune Afrique, avez-vous entendu un seul instant les cadres du FCC et ses proches démentir toutes ces informations prétextant ou affirmant sa présence dans la ville de Goma? On a entendu des réactions selon lesquelles c'est un fils du pays, il a droit de rentrer chez lui, quel que soit l'endroit par lequel il rentre, il en a le droit. Alors, il fallait que l'État congolais reste dans son éternelle faiblesse ou dans son éternelle tendresse. On ne gouverne pas l'État par les enfants des cœurs. Un enfant de cœur, lorsqu'il entre dans les institutions, il doit endurcir son cœur lorsqu'il faut réagir. L'État congolais a réagi avec ses moyens. Ces moyens, ça veut dire parce que jusqu'aujourd'hui, est-ce que l'État congolais aujourd'hui peuvent nous montrer les preuves qui attestent la présence de Joseph Kabila à la partie Est du pays? Aujourd'hui, même sur une photo, un communiqué ou même un témoignage, un simple témoignage aujourd'hui. Est-ce que c'est pas rapport à ce que vous venez de dire? Donc l'État congolais s'est fié au dire de ces radios, des étrangers, parce qu'on le sait, même pendant l'avancement de M23, il y avait des informations qui venaient de ces radios, des informations qui étaient contredites par le gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, jusqu'après quelques mois, aujourd'hui on voit l'État congolais s'est fié aux informations de l'RFI et puis de France 24. Comment expliquer cet retournement de situation de 180 degrés par rapport à Joseph Kabila? Bon, je ne pense pas qu'il y ait retournement de situation. Parce que le président Tshisekedi en a parlé plus d'une fois. Lorsqu'on annonce la présence de Kabila à Goma, vous savez, sa chargée de communication a annoncé un discours ou une adresse aux Congolais à partir de Goma. On sait tout ça. Et pourquoi on a commencé à démentir? C'est parce que l'État a réagi des plus belles. Est-ce que ce n'est pas les pièges de Joseph Kabila pour montrer à tout le monde, l'opinion nationale, l'opinion internationale, que voilà ces gens, moi je vous disais qu'ils cherchaient quelque chose contre moi. Je l'ai juste menti que j'étais à Goma. Voilà les communiqués, voilà les retombées. Parce que jusqu'aujourd'hui, M. Clément, il n'y a pas de preuves qui attestent que Joseph Kabila était bel et bien arrivé à Goma. Et s'il y avait des preuves et que l'État ou les services d'intelligence gardaient secrètes... existe ici jusqu'à maintenant à Goma, de la partie est du pays. Précisément à Goma et pas à Bukavu. Tout le monde nous suit aujourd'hui. Même à Goma, on va nous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore des services de renseignement ou d'intelligence de la RDS du gouvernement central à Goma? Bon, si vous savez bien le mode opératoire des services d'intelligence, vous affirmerez qu'il n'existerait plus à Goma aujourd'hui. Et parce que vous savez bien, c'est les renseignements, souvent c'est à couvert. Et ce ne sont pas tous les agents de services de renseignement qui sont découverts, qui sont bien identifiés. Il y a toujours un mode opératoire. Il y a des renseignements. Alors, ce n'est pas qu'aujourd'hui, vous voulez que les services de renseignement viennent vous dire, voilà les images qui attestent que Kabila était à Goma. Lui-même, Kabila sait pourquoi il ne s'est pas affiché publiquement à Goma, parce que sa présence devrait rester secrète jusqu'à ce qu'il prononce son discours devant son discours face aux Congolais. Alors, donc,
les services de renseignement ne sont pas obligés de venir publier toutes les preuves, parce qu'en ce moment-là, je vous dis, ses proches n'ont pas démenti. N'ont pas démenti un seul instant. Il a fallu que l'État puisse réagir pour que les cadres du PPRD passent dans les médias pour démentir, parler d'une rumeur. Et après combien de jours ils ont qualifié de cette information comme rumeur? C'est parce que il y a eu toutes ces sanctions-là. L'État doit sanctionner parce que l'État a des moyens. Ce sont les lois et la justice. Mais si il nous reste plus ou moins 5 minutes aujourd'hui, je ne sais pas si on peut appeler ça aujourd'hui l'acharnement contre Joseph Kabila et son parti, parce qu'on a vu le ministre de la Justice prendre un communiqué, comme ces derniers temps nous avons l'habitude de voir les ministres commencent à prendre des décisions que par des communiqués, et chose qui est surprenant, les ministres ne communiquent plus ou ne prennent plus de décisions par arrêté, mais il y a des communiqués aujourd'hui. Le ministre de la Justice a pondu un communiqué pour ordonner le déguerpissement plutôt des PPRD dans l'une de leurs permanences ici David Prend de Kinshasa. Un communiqué sans référence d'un arrêt d'un tribunal y afférent par rapport à cette affaire. À mon avis, les PPRD être déguerpis et après des informations vérifiées, je peux dire, les services de l'habitat ont envoyé personne pour déguerpir le PPRD. Aujourd'hui, la question qui se pose, qui avait envoyé tous ces gens là-bas pour aller saccager et mettre toutes les choses ou encore tout le bureau du PPRD en massacre, puis sortir tout le bien du PPRD dehors, en dehors plutôt de cette habitation. Parce que ce n'est pas un acharnement aujourd'hui que le parti de Joseph Kabila vit, parce que nous savons l'histoire du pays. Hier, il y avait le directeur de l'ANER à l'époque de Joseph Kabila, tout le monde avait crié, aujourd'hui ils sont où? Est-ce que nous ne craignons pas que demain, après le départ du président Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre de la Justice, Constant Moutaba, les autres, fuir le pays parce qu'ils ont, entre guillemets, ils auraient commis des bavures à l'endroit de quelques Congolais aussi? Bon, vous faites bien de comparer l'époque de Kabila avec Kalev Moutonde et celle d'aujourd'hui. À l'époque de Kalev Moutonde, lorsque vous alliez pour juste par invitation, soit des services de renseignement ou de la justice, vous ne rentriez pas chez vous à la maison. On a vu aussi actuellement avec Mike Muteba, il a été enlevé, les témoignages, tout le monde le connaît. Ne faisons pas d'abord des raccordements frauduleux. Restons sur les cas du PPRD. Obé Minakou, Emmanuel Ramazan Chadari, Ferdinand Kambere sont allés répondre à l'invitation de la DEMIAP. Ils sont rentrés à plus d'une fois dans leur domicile. Jekoko Moulumba est allé une fois, a été pris une fois à l'aéroport d'Endjili. Vous savez combien de mois a-t-il passé dans les locaux de l'ANER? Plusieurs mois. Il a failli même y passer à cause de la mauvaise foi de l'époque. Non, on ne peut pas comparer les choses. Vous savez bien le mode opératoire des politiques congolais. Ils font des petites comparaisons pour s'attirer la sympathie, mais ça ne passera pas. Si on pouvait parler d'acharnement, ça pouvait aller dans ce sens-là, de foutre la pression sur ces personnalités-là afin de céder quoi que ce soit. Mais ici, l'État est en train de faire usage de ses moyens pour faire respecter l'ordre public. Parce que lorsqu'ils ont annoncé l'arrivée, le retour de Kabila, qui était d'abord parti sans dire aucun mot, lorsqu'il est allé, l'opinion disait qu'il était en exil et le PPRD, le FCC disait qu'il était allé faire ses études doctorales. Aujourd'hui, par magie, il est devenu exilé. Hey, comprenez, allez-y comprendre quelque chose. C'est juste une manipulation à laquelle le gouvernement ou le peuple congolais ne va plus céder. Parce qu'aujourd'hui, tout est clair. Ils se sont investis dans la rébellion. Dans la rébellion. Là, selon vous, comme j'avais dit au début de l'émission, ce sont les propos de mes invités. Monsieur Gleman, nous sommes presque à la fin aujourd'hui. Vous avez dit aujourd'hui les lignes rouges à ne pas franchir, vous-même vous l'avez dit. Et si demain les téléspectateurs nous suivent, qu'on voit le gouvernement de large union nationale avec
les représentants des M23, surtout ceux qui sont au front là-bas au sein du gouvernement. Qu'est-ce que l'opinion peuvent dire les présidents de la République encore? Oui, ben, comme j'avais dit l'autre fois, l'opinion a un devoir. Hein, les citoyens congolais ont un devoir, celui d'abord de protéger la République démocratique du Congo et ses animateurs. Les soutenir, que les gouvernants sachent que vous êtes derrière eux. Exigez au moins ça. C'est vrai que tous ces groupuscules armés ont certains cadres derrière eux qui pourraient, au cas où il y aurait partage du pouvoir, assumer des responsabilités de l'État, mais à la limite, on ne peut pas tolérer ceux qui ont insulté la République. On a vu le patron, le pantin qui assume la responsabilité visible de M23, dire qu'il allait démanteler les FARDC. Un citoyen, un patriote ne peut pas tenir de tels propos face à la République. Et quelqu'un comme ça, on ne doit pas le retrouver au gouvernement. Mais dans d'autres termes aussi, le gouvernement a carte blanche de sauvegarder l'intégrité du territoire et assurer la paix. Donc, qu'il fasse par tous les moyens pour obtenir cette paix et sauvegarder l'unité nationale. Sauvegarder l'unité nationale. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que vous avez suivi, vous avez gardé tout ce que M. Clément dit par rapport à M23, par rapport à la prochaine gouvernement. Nous allons regarder, nous sommes là, nous croisons les bras, nous allons regarder. Il y a des choses à dire, le temps nous est déjà en partie. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs de Centrale Télévision. Portez-vous bien et déjà continuez toujours à réagir. Je sais qu'avec cette émission, vous allez encore réagir beaucoup. Surtout, un grand merci aussi à vous qui se trouvent à l'extérieur du pays, en France, aux États-Unis. Je vous salue par rapport à vos réactions. Nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien et restez suivre nos programmes sur la télévision de la démocratie. Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs Namboka Bapaya. Et puis Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Je me demande, mais qu'est-ce que ce